mondial, qui est considéré comme étant l'un des paravents actuels de la sortie de crise de tous nos pays. C'est comme ça que vous verrez, pendant le déroulement de ces grands dialogues, il y aura également des détails qui vont nous sortir des cheveux sur les cannes rasées. Vous verrez. Et je ne sais pas comment ils vont faire pour nous interdire de parler des détails. C'est dans les détails qu'il y aura problème. Quand va le Conseil national de la jeunesse laisser tous les programmes dédiés aux jeunes, tout ça, l'instrument, la structure, l'organisation, elle vaut quoi? Elle vaut quoi? Voilà la question. Mais comment est-ce qu'on peut tirer vers le bas des organisations sérieuses comme les partis politiques? Moi, le premier programme, celui que vous montrez là, est peut-être un peu plus clair. Le tout premier qu'on a vu disait, on a cité 5-6 partis politiques et on dit, et les autres partis politiques. Les autres, c'est qui? C'est la poubelle? Non, mais c'est des partis politiques. On retrouve des Camerounais. Et dans la logique actuelle, il faut tenir compte de chaque point de vue. Même du Camerounais le plus petit. Parlant des personnes vivant avec un handicap. Je ne sais pas si ces gens figurent dans ces consultations. Hein? Je ne sais pas. Parlant des journalistes. On est parti déterrer l'UJC. Où est le SNJC? Où est le SNJC? Qui est l'un des syndicats qu'on a vu depuis le début de cette crise, depuis 2016, défendre les droits des journalistes. Mais le SNJC n'a pas le droit de citer. Ne sera pas consulté par le Premier ministre. On vous dit non, ça viendra, on le fera. Non, écoutez, cet amalgame n'est pas bien. Il faut en sortir. Il faut qu'on ait une ligne claire dans le débat. En écoutant le chef de l'État, le président Paul Biya, je crois que la ligne a été claire, suffisamment claire. Il nous a dit, voici là où je souhaite qu'on aille. Après lui-même avoir constaté sur le terrain que voici les besoins. Voici ce que veulent les Camerounais. Et on pourrait s'asseoir et discuter. Mais on ne va pas aller discuter avec déjà des frustrations au départ. Si l'AFP pense qu'il aurait pu discuter avec le Premier ministre avant même de remettre son mémorandum, mais maintenant on renvoie son mémorandum comme ça à la volée. Il ira dans ces débats comment? Étant frustré. C'est pas normal. Je pense que c'était des partis politiques à l'appel. Des organisations de société civile. J'ai écouté Jean-Marie Coco se plaindre également sur RFI parler de provocation. Mais je ne sais pas, c'est vrai qu'on ne peut pas contenter tout le monde, mais il faut faire l'effort de contenter le maximum si on veut sortir du bourbier. Alors, Simon Béanga, est-ce qu'on doit aller dialoguer le 30 septembre prochain avec ces frustrations qui sont relayées de part et d'autre? Moi, je voudrais me mettre au-delà des frustrations, au-delà des... Je ne m'adresse spécifiquement pas à quelqu'un, hein, au-delà des quoi, je voudrais me mettre au-dessus des, je ne dirais pas des pleurnichements et des plaintes. On est dans une œuvre humaine. Il ne me semble pas que les organisateurs de ce grand débat national aient pour ambition de plomber ce débat, d'empêcher qu'il se tienne ou alors de créer eux-mêmes des germes d'une dissension qui ferait que le débat perdrait de son importance. Je suis d'accord avec Jean-Patient Tchala qui a dit que le président de la République a dit que c'est un dialogue inclusif. Un grand dialogue inclusif. Il s'agit de tout le monde. De tout le monde. Je voudrais, pour ne pas excuser, hein, je ne suis pas à la primature, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, je voudrais encore penser que la mésaventure du parti de Mme Sadio, ce n'était pas un coup monté. Je voudrais encore penser ça. Je voudrais encore penser que c'est une erreur humaine, une erreur d'organisation, un problème d'organisation, une insuffisance humaine. Et parce que tout ce que nous faisons, c'est la nature humaine. Monsieur le chef du protocole, je ne vous coupe pas la parole, je mets de l'eau à votre moulin. Oui. Parce que c'est pas... Moi, je suis maman. J'ai laissé mes enfants, il est 11h. Je devais normalement aller au marché. C'est moi-même qui leur fais la popote, la nourriture. Parlons pour construire ce pays, mon frère. Même si nous sommes de partis différents. On peut faire ça quand le pays est en paix. Et quand nous avons juste des divergences de vues sur la méthode pour apporter le développement et le mieux-être des populations. Mais lorsque on est dans une situation d'urgence, comme celle que nous vivons aujourd'hui, où des milliers de morts se dénombrent déjà, moi, à l'AFP, nous avons fait le choix de taire un peu
nos velléités partisanes. Si vous défilez sur ma page, vous verrez que je suis celle qui dit, et qui non seulement dit, essaye d'appeler les autres cadres politiques, y compris même les modérés du RDPC, hein, que vous ne voyez pas que ça fuit, vous ne voyez pas que le navire tangue et qu'il peut couler. On peut ne pas s'entendre sur est-ce qu'on a volé ou n'a pas volé. On peut ne pas s'entendre sur votre méthode de construire les routes, votre façon de budgétiser les constructions de routes. Nous ne sommes pas d'accord. C'est pour ça que nous ne sommes pas RDPC. Nous sommes d'une autre formation politique. Mais là, on est dans une situation qui touche au pilier même de cette République. On est tout à fait d'accord. Donc, j'ai dit ceci, et j'espère, je répète, pour mettre de l'eau à votre moulin, pour que vous rebondissiez mieux. Parce que vous avez dit des pleurnicheries, je ne pleurniche pas. Je parle avec passion. Je parle avec passion parce que j'aime ce pays et je n'ai que ce pays, comme beaucoup d'autres Camerounais, comme l'écrasante majorité des Camerounais. Et j'ai dit à l'entendre dans mon propos, si vous m'avez bien suivi, que le lendemain, monsieur le directeur du protocole ne m'a pas appelé jusqu'à 13h. J'ai demandé à mon staff, je ne décide pas par moi-même, on fait comment? Il y a même une partie qui disait, n'appelle pas présidente. Mais une autre, notamment les anglophones, parce que je leur prêtais une oreille privilégiée, parce qu'il s'agit d'eux, ils ont dit, President, just call. Call, so that he will not pretend after that he forgot. Call. J'ai appelé par mon numéro de téléphone, ce n'est pas passé. Là, il faut m'obliger à rentrer dans les détails. J'ai pris le numéro de Meyofonani Jonas. J'ai utilisé son numéro de téléphone, j'ai appelé, Dieu merci, c'est passé. J'ai posé la question, on attend toujours, on fait comment? Il m'a dit, mais ce n'est pas pour pleurnicher. C'est parce que j'estime que vous, les Camerounais, vous avez droit à la vérité. C'est parce que j'estime que vous avez droit à la vérité. Et je dis donc que, quand vous parlez d'erreur, de couac organisationnel, moi j'ai quelques craintes. Oui, ça peut arriver. C'est la sincérité de la parole. Parce que je ne pense pas que quelqu'un de responsable à cette étape de l'organisation de ces débats puisse exprès, je vous assure, je ne pense pas qu'à ce niveau-là, à la primature, on soit capable de frustrer un groupe de Camerounais ou un parti politique qu'on a invité par ailleurs. Je ne suis pas sûr. C'est pour ça que je voudrais mettre ça. Mon genre de Dieu qui passait après nous a été reçu. C'est pour ça que... Mon genre de Dieu qui passait avec nous a été reçu. Et quand j'ai communiqué, quelqu'un est venu sur ma page Facebook me dit, Madame Sadio, vous n'avez pas compris que vous n'avez pas le bon ton et que vous n'êtes pas le bon parti. Madame Sadio, alors, parlant de temps, le bon parti, on vous connaît depuis 20 ans. Votre temps, là, vous ne l'avez pas aujourd'hui. Voilà. Ce n'est pas nouveau. Et connaissant mon temps, ce n'est pas nouveau, Madame Sadio. Le président de la République a dit un dialogue, grand dialogue national inclusif. Madame Sadio, on sait, on connaît votre temps, on ne va pas vous changer aujourd'hui. On sait qui vous êtes. On n'a pas choisi le bon parti. Pourquoi est-ce que vous pensez que vous aurez à faire exclusivement un problème particulier avec votre parti qui ne représente un danger pour personne? Dites-moi. Peut-être parce qu'à cause de sa nature dissidente, qu'elle a été carrément. Elle n'est pas la première dissidente quand j'ai le Cameroun. Je ne suis pas dissidente, je suis. Voilà, je vais un peu rebondir sur ce et j'ai un attachement passionné aux valeurs. Vous avez été au SDF, vous avez pris les rênes de votre parti. On vous connaît. On sait comment vous êtes, comment vous vous exprimez, quel est votre véhément. Ça fait 20 ans qu'on vous connaît. Donc, quel est le problème qui serait un problème tout à fait particulier aujourd'hui au point qu'on ne veuille pas voir l'AFP? Moi, je ne pense pas. C'est pour ça que je voudrais dire que l'AFP là, ni une menace pour personne, ni un danger pour personne, ni pour le gouvernement, ni pour le RDPC. Bon, quel est ce plan qu'on aurait fomenté exclusivement contre l'AFP? Ça n'existe pas. C'est pour ça que je voudrais placer cette affaire-là qui s'est passée, ce couac-là, dans la catégorie des erreurs organisationnelles qui peuvent arriver parce que nous sommes dans une erreur humaine et qui peut se réparer. Je ne suis pas au sein de l'organisation.
Monsieur, vous secouez la tête de votre université de là, je vous souhaite d'organiser toutes vos affaires sans aucun quoi. Non, à ce niveau, je vous dis que ça peut arriver parce que je connais la pression de l'organisation. S'il vous plaît, elle raconte, elle est passionnée, ça lui est arrivé. C'est moi qui ai la parole. Maintenant, je dis que quel est le problème qui peut faire qu'on décide de la regarder de façon itérative, on vous attend. Moi, je vous dis aussi qu'on puisse vous ne coupez pas. Vous ne coupez pas. Non, mais vous ne mettez pas sur le mot. Donc, je voudrais dire que c'est une. Pour ma part, je voudrais qu'on dépassionne ce fait divers. Enfin, ce quoi. Ce pas un fait divers. Qu'on dépassionne ce qui s'est passé en se disant que c'est une erreur organisationnelle, une erreur humaine qui peut se réparer. Parce que je ne vois pas d'ici quel est l'objectif, quelle est la part qu'infligerait l'AFP au gouvernement ou à la primature, de sorte qu'on ne puisse pas. Aujourd'hui, nous sommes tous dans un ton de dialogue, de sérénité. Vous dites rassemblement à l'AFP, nous, à DPCOD également, rassemblement, apaisement, humilité. Il faut qu'on y aille tous pour permettre à ce dialogue d'être une réussite. Il ne me semble pas que M. John Gouté, qui a été désigné par le président de la République pour conduire les consultations, pour conduire ce grand dialogue national, puisse permettre lui, et même à son staff, de se mettre le bâton dans l'air. Il ne peut pas se faire à Rakiri. Je refuse cela. Si c'est arrivé, je pense que c'est une erreur qui peut être réparée. Dépassionnant là, prenant ça comme étant quelque chose qui peut arriver, mais pas comme un complot contre l'AFP. Personne n'a parlé de complot. Moi, peut-être le mot erreur, non. Parce que l'erreur est l'inconscience, c'est une faute. Et une faute, elle est une faute même à la limite impardonnable, puisqu'elle a été conviée l'heure, le jour. On a dit 15 heures, je dis 15 heures. Elle arrive, on les produit même. Dans la salle ça vous dire donc à ce niveau, sauf si vous voulez qu'on dise ici là, et je pense que c'est bien structuré. Le service protocolaire est assez rigide. On ne parle pas d'erreur à ce niveau, vu le contexte, vu les enjeux. Ce qui est sûr et certain, c'est que ce qui est arrivé, nous devons le dire à haute intelligible et de façon peut-être emphatique, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Je continue à dire que très souvent, c'est le zèle. Et ça, vous avez fini de dire, ça vous dit quoi après? Non, mais monsieur, vous avez parlé. Non, je vous pose la question. Puisque vous avez voulu couper la poire en deux. Non, vous avez fini de dire ça. Vous avez voulu couper. Je ne sais pas ce que vous. Qui est-ce que vous voulez protéger? Je ne veux protéger. Je ne sais pas ce que vous voulez justifier. Monsieur non, vous avez parlé de l'heure, moi je parle de ça. Je vous souhaite d'organiser. Non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Mais ça fait même. Ce n'est pas le chien de l'erreur. Est-ce que je suis allé à la communauté pour dire quel est le problème? Permettez. Il s'agit de ça. On vient de la sérénité. Le débat, je veux dire à Mme Alice que tous les Camerounais envoient au chapitre. Tous les Camerounais envoient au chapitre. Donc, ne vous sentez pas frustré. Apportez vos contributions. Vous êtes une Camerounaise qui veut que la stabilité revienne dans le nord de suppose. Et par ailleurs, dans le pays, nous sommes engagés dans cette voie-là. On ne peut pas vous exclure. Personne ne peut vous exclure. Ne soyez pas ça comme étant à l'égard expert de l'AFP. Non, c'est pas ce que quelqu'un a dit. Moi, nous sommes en train de dire que c'est une erreur. Ce n'est pas une erreur parce que la structuration peut-être de l'organisation protocolaire jusqu'à preuve de contraire, ça se déroule. Mais comment expliquer que le parti qui devait être reçu à 15 heures n'a pas été reçu à 15 heures et celui qui suivait après a été. Dites-moi, pourquoi on devrait faire ça seulement à l'AFP? Puisque vous avez le problème. Pourquoi on devrait faire ça seulement à l'AFP? Non, mais c'est ça le problème. Voilà pourquoi nous avons déjà dit que vous avez dit que Madame Sadio n'est pas dangereuse. Non, ça n'est pas dangereuse. Ni pour le gouvernement, ni pour le RDPC, ni pour l'organisation du débat national. Pourquoi on devrait faire ça seulement elle, à son parti politique? Pourquoi? C'est la intérêt. Je crois qu'à nous, on est là pour poser des actions pour un certain intérêt. Pour quel intérêt? Bon, c'est pour ça, puisqu'on ne sait pas le jour d'intérêt. Mais finalement, nous allons reposer la parole. Elle n'est pas dangereuse. Je continue à dire qu'elle est ce n'est pas de dire qu'elle n'est pas dangereuse ou pas. Elle n'est pas une mélange. C'est une affaire camerounaise. J'aurais souhaité que vous condamniez par exemple ce qui est arrivé et au lieu peut-être de chercher peut-être à édulcorer ou à féminiser. Quand vous avez fini à condamner, c'est quoi? Non, mais c'est déjà bon. C'est déjà une dénonciation. Ça veut dire que vous avez condamné, elle a condamné, si vous l'avez condamné. C'est l'arrogance, c'est ce qui est c'est ça l'arrogance,
Ma condamnation est juste, vous donnerez quoi à votre condamnation? C'est parce que tout à l'heure, ces gens qui parlaient, effectivement, le chef d'État a fixé un cap. Il a rasséréné tout le monde. Mais parfois, je suis quand même un peu gêné. Que certains proches collaborateurs ou alors certains militants du RDPC, vous en êtes tellement orgueilleux, vous en êtes tellement goguenards, que vous avez toujours l'impression d'avoir la science infuse. Même là où vous parlez de vous. Je parle de vous. Parce que vous avez l'impression de vouloir faire croire que c'est une erreur. Non. Et vous dire quoi? C'est quoi? Mais c'est une forme. Oui, d'accord. Ici, à ce niveau. Une faute est une erreur. Non, une faute n'est pas une erreur. Vous direz une erreur. Vous me direz pas comme ça. On a pensé. Et vous me direz même c'est de l'embuscade. Puisque vous savez. Je peux dire que le Premier ministre est de la loi. On a entendu une embuscade à l'AFP seulement. C'est la question même maintenant que vous donnez la réponse. Vous parlez comme quartier. Et d'où c'est vous qui parlez comme quartier. D'où peut-être l'interprétation, une fois de plus encore, j'en doute que vous avez mieux que moi. Donc je dis tout simplement que c'est qu'il y a sûr et certain. Non, mais c'est ça le problème. Vous voyez donc. Et c'est ça le drame avec vous. Vous êtes la première personne à être discourtoise vis-à-vis de moi. Tout à l'heure, je vais vous répondre. Bon, je donne la parole à Kwasi Blaise. On va entrer directement dans le contenu des propositions faites par les partis politiques à la primature. Le PCRN qui, Kabila bien été reçu par le chef du gouvernement, il a proposé en l'occurrence une nouvelle modalité de réforme de l'État camerounais, à savoir le fédéralisme communautaire. Qu'entend-on par fédéralisme communautaire? Entrons de fond en commun dans le contenu des propositions faites par les partis politiques. Yeah, so before I get to the communitarian federalism, I would like to try to give something that I've just learned as we have just here. Yes. You see, what I've learned, I think I'm the youngest person, if you look here, I'm the youngest person here. But what I've noticed is that I've noticed a type of behavior here that's not suitable for our country. Provocation, humiliation, frustration, arrogance. If you look keenly, the problem that is going in the Northwest and Southwest is this type of behavior that is really destroying our country. It's really this type of behavior, and we don't want that. We need the youth, the present generation that we are coming on. We don't want that. I think it is time now that we need to sit down and dialogue. And if we want to dialogue, let those who are there to facilitate the dialogue, let those people be let these people be tolerant, accept the point of view of others. Like Madame I can understand just the way she's talking. I can just understand what really happened. I can just understand what really happened. And that is the same thing that our people in the North and Southwest, they're also going through. Yeah. So please, I would like to tell you, please, we want to construct this country, and to construct this country, we need to be humble. Let's humble ourselves and say the truth. Only the truth will save us in Cameroon. Only the truth. Yes, concerning the communitarian is simple. This is another form of state that we are trying to bring up. That is the party, the CPRN, that we are trying to put. That is different from other federation. It is a short form of regionalization, right? This is a form that this is a state that has a link with our culture. That is our origin. We need to trace our origin. If you look, really, the problems that are going in the Anglophone region, if you see, there is the main problem that is really bringing us apart. Is it because we are not respecting the culture of these people? If I take, for example, in Bui division, that is Kumbo, where I come from, we have the culture whereby the phone is at the head of the village. And beside the phone, there are people who are assisting the phone, who are the Shay, the Fai,
The 5 are those who are assisting the 4th to accomplish its mission. And in case there is any dispute in the village, we have what we call the Mwerong. This is a culture that is being practiced in this area. And we cannot say that we are going to be united if we don't take in consideration the way these people function in their community or in their locality. We have to take it in consideration. So, in a nutshell, communitarian federalism is what Cabral Lidi, that is our leader, is proposing, which I say is the suitable form of state that we need to put in place. Yeah, because if this form of state is being put in place, I think someone in Northwest, that is in Kumbu or Chakiri, will see himself contributing in the construction of our country. He will see himself, that is the national cake. Let me not say contributing. Let the national cake be shared. The national cake will be shared to everybody. Someone at Kumbu or at Jotin or at Tobin will feel the impact that yes, I have this concern by the government. I'm not being marginalized. So that's just a nutshell. But the detail, we have the detail in our program that is being given to everyone to consult. Partagez-vous cette orientation de fédéralisme communautaire telle que décrite par Kwashiko Blaise? C'est vrai que c'est un peu difficile de venir ici faire des observations critiques par rapport aux propositions faites par les partis politiques et les autres acteurs qui sont reçus par le premier. C'est un peu difficile parce que je pense que tout le monde va faire des propositions et puis le moment venu, le grand dialogue fera le point et peut-être certainement le meilleur choix. Mais quand même un petit mot dessus, si ce fédéralisme nous permet d'éviter le repli identitaire, ce qui ne me rassure pas vraiment dans ce que j'entends là, parce que l'enjeu ici c'est de tuer cette affaire de repli identitaire, de tribalisme. Donc il faudra être très pointilleux sur la mécanique qui concerne ce fédéralisme communautaire. Il faudra éviter au maximum dans ces propositions que ça nous ramène des années-lumière en arrière sur le repli identitaire. Ça c'est ma crainte. Je ne suis pas entré dans le fond de la proposition, je ne la maîtrise pas, mais ce n'est qu'une crainte. Comme si j'avais lu peut-être la position de l'AFP, j'aurais peut-être dit une ou deux choses. Mais je pense que c'est pas le moment. C'est pas le moment. L'ami, moi je ne vais pas l'appeler le jeune, parce que j'ai toujours estimé que sur les plateaux il n'est pas bon de venir dire je suis l'aîné et l'autre il est plus petit. Ça je déteste cela, parce que je pense que même si ça se voit. Pourquoi vous avez écouté? Laissez-moi finir, monsieur Mayanga. Écoutez-moi jusqu'à la fin. Je vous ai pas écouté. Pourquoi vous vous sentez concerné? Je vous ai pas écouté. Laissez-moi finir, monsieur. Laissez-moi finir. Parce que je estime que dans ce pays, ce qui est plus important, ce sont les arguments. Les idées générées par même un bébé de 6 mois. C'est pas une histoire d'adultes et de jeunes. C'est pas une bataille de génération. Moi, je déteste cette façon de mener le débat. Alors, si ce monsieur nous dit que voici ce que je pense, prenons en compte ce qu'il dit. D'abord ce qu'il dit, mais pas son faciès, ni son physique, ni son âge. Mais c'est quel pays ça? On est où là? Quand je parle, écoutez, monsieur Mayanga, je ne vous ai pas interpellé. Pourquoi vous vous sentez concerné? Pourquoi vous êtes pays? Mais pourquoi vous sentez pas du pays? Moi, j'ai la liberté de m'exprimer comme je veux. Vous m'obligez pas à entrer dans votre couloir, monsieur Mayanga. Laissez-moi parler, monsieur Mayanga. Et ce monsieur dit, please, s'il vous plaît, monsieur Mayanga, parce qu'il s'adressait à vous, un peu d'humilité. Et je crois que, quand on parle de sincérité dans le grand dialogue qui est annoncé, il y a des valeurs comme l'humilité qu'il faut intégrer. Si nous ne sommes pas humbles, nous n'irons pas au débat, ça ne produira rien. Si on y va en pensant qu'on est supérieur aux autres, ça ne donnera rien. C'est ça le ferment de ce grand dialogue. Hein? Comment est-ce qu'on fait pour que ces gens descendent de leur piédestal? Quand je me dis Jean, on va me dire pourquoi je dis aussi Jean. Quand je dis pays, on dit pourquoi je dis pays. Non mais écoutez, comment faire pour qu'ils descendent de leur piédestal et qu'ils nous retrouvent là, en bas, sur le sol camerounais, sur la terre ferme du Cameroun, et qu'on parle de notre pays? Comment on va le faire? Parce que ces gens sont condescendants, n'acceptent pas que non, ici ils ont fauté, et ici peut-être ils ont bien fait. Parce que nous avons, moi je parle en journaliste, nous reconnaissons ce qui est bien fait,
Et nous reconnaissons également ce qui est mal fait. Nous dénonçons surtout ce qui est mal fait. Mais nous disons également ce qui est bien fait. Mais je dis que pour que la sincérité, tant prônée, claironnée, voulue, qu'elle soit réalisable et réalisée, il faut qu'on descende de nos cocotiers sur lesquels nous sommes accrochés là-bas en haut, qu'on redescende et qu'on écoute tout le monde. Il n'y a pas une affaire d'âge. Parce qu'il est petit. Non, si le petit de 15 ans est capable de lui dire que c'est le fédéralisme communautaire qui peut marcher, écoutons-le. Et tirons ce qu'il y a de bon là-dedans. Et retirons ce qu'il y a de mauvais. Donc c'est important. Alors, il y a également une façade obscure du grand dialogue que peut-être on n'évoque pas, qui est en train de se jouer aussi. Il n'y a pas que ce qu'on va voir au palais de Yaoundé. Il y a autre chose qui se joue derrière. Vous allez voir que les gens s'engueulent à longueur de journée autour de cette affaire. Il y a autre chose qui se joue. Il y a l'après-Bia. La question de la transition politique, il y a plein de choses qui se jouent derrière. On va résoudre la crise comment? Il y a l'armée. Vous qui parlez des bandes armées, c'est tout un sujet important. La communauté internationale, en fait, une certaine communauté internationale nous dit il faut à tout prix inviter les bandes armées sur la table du dialogue. Ce qui n'est pas évident. Ça ressemble à une embuscade. Mais il faut trouver un moyen quand même de discuter avec les gens qui tuent. Trouver un moyen, c'est la chose la plus complexe qui soit, mais il faudra trouver un moyen. Alors, Madame Alissa, je vous avais également proposé, on a vu vos propositions depuis quelques mois, vous avez proposé le fédéralisme, mais le premier axe sur lequel il faudrait davantage établir, porter l'accent sur la jeunesse, l'évolution de la jeunesse de la crise anglophone. Oui, nous avons en fait soulevé dans notre mémo, qui n'a malheureusement pas été débattu en live avec Monsieur le Premier ministre, mais nous espérons, comme pour dire à Monsieur Muyanga, ce n'est pas un problème de l'AFP, ce n'est pas un problème de Madame Alissa Diop. Si nous avons quand même, si j'ai envoyé mon secrétariat général déposé, c'est parce que ce sont les idées qui sont contenues dans notre mémorandum qui prévalent. Ce n'est pas moi reçu en train de serrer la main de Monsieur le Premier ministre. Si je voulais être dans votre chapelle politique, je quitterais tout simplement mon camp à moi pour entrer dans votre chapelle dans l'espoir peut-être d'atteindre cet objectif. Ça nous étonne. Or, tel n'est pas mon leitmotiv dans le combat politique que je mène. Donc, revenons aux idées. Donc, je vous ai déjà... c'est ma parole contre la nôtre ou contre celle de M. Muyanga qui semble émettre des doutes par rapport à la forme. Parce que je vous ai tout simplement décrit ce qui s'est passé dans les services du ministère. Et si vous allez sur ma page, vous allez voir que quand je dis d'abord dans la salle d'attente, puis dans la salle de conférence, les photos d'appui sont sur ma page pour le montrer. Donc maintenant, pour revenir au fond, notre mémorandum, M. Serge-Aimé Bikoy, a soulevé 4 points. Puisque le chef de l'État a donné le là, il a dit c'est la crise anglophone, le plat de résistance, mais il y a d'autres questions brûlantes sur lesquelles la nation camerounaise devrait se retrouver autour d'une table comme à l'africaine, comme Soula Rapalab. Je le paraphrase, je ne dis pas que c'est ce qu'il a dit, in extenso, pour en parler. Alors, concernant les sujets brûlants, l'Alliance des forces progressistes a soulevé 4 angles. Le premier angle, bien entendu, c'est la crise anglophone. Oui. Et concernant ce premier angle, la crise anglophone, nous avons préconisé qu'une fois rendu dans la salle, puisque quand je vois le déroulé des consultations en prélude au dialogue, nous avons quelques craintes. Donc, d'où dans le point concernant la crise anglophone, nous avons suggéré que dans la forme, qu'il soit donné une parole solennelle à l'élite anglophone suffisamment représentative qui peut faire le consensus et dont la moralité est quand même acceptable pour qu'elle renseigne nous autres francophones, parce que beaucoup de choses sont dites ici et là concernant la genèse de comment est-ce que la réunification s'est produite, qui a fait quoi, qui a dit quoi. Beaucoup ne savent pas grand-chose de ce qui se... Beaucoup ne savent par exemple pas qu'en 1992, Solomon Tandemuna et John Gofoncha, avant qu'après il ne dépose sa démission, la lettre existe, j'ai publié ça sur ma page, avaient, dans le cadre des concertations qui avaient été faites à l'époque, encore soulevé ce problème. En homme d'État, pas
pour faire la fronde vis-à-vis de l'État, parce qu'à l'époque, lorsqu'ils étaient des élus dans le Nigeria fédéral, c'est eux qui ont pris l'engagement en tant que leader de ces communautés de battre campagne pour dire à Madame, à la reine d'Angleterre, we are guests, qui sont les étrangers, qui sont les hôtes du Nigeria. Ils ont engagé donc une fronde contre le Nigeria. C'est ces messieurs-là. Certains sont morts, mais certains ont quand même des représentants vivants dont on peut quand même, qui peuvent justifier quand même de la crédibilité de ce que la parole qu'ils donneront est une parole qui rend compte fidèlement de ce qui s'est passé dans l'histoire. Nous autres francophones, nous irons à ce dialogue, mais l'AFP souhaite, suggère que les francophones fassent preuve d'humilité et que nous développions notre sens de l'écoute. Au départ, ces gens-ci, ces compatriotes, avaient juste besoin qu'on aménage un tel espace pour les écouter, qu'ils disent ce là où ils ont mal. Et qu'ensemble, ayant écouté dans un esprit de construction, nous recherchions donc ensemble des voies et moyens de solutionnement. Cependant, nous n'avons pas attendu le grand dialogue pour dire quel est notre ressenti à nous. Et de notre ressenti, nous avons dégagé notre position, qui est que, rendu où nous sommes rendus, la décentralisation dont a parlé Monsieur le Président de la République ne peut plus opérer à ce niveau. La plaie s'est infestée. Au jour d'aujourd'hui, le minimum qu'on puisse concéder pour espérer sortir de ce bourbier, c'est le fédéralisme. Un fédéralisme qui soit pensé en tenant compte de la nature bisystémique de notre pays, parce que pendant plus de 60 ans d'indépendance, nous avons régné en francophone. Nous avons mené une gouvernance un peu trop marquée par le système franco-jacobin. Ça, c'est pour ce qui est du point 1. Le deuxième point qui nous intéressait, c'était sur l'alternance. Parce que le président de la République n'est plus de toute jeunesse. Il n'a pas 30 ans. Donc, il va falloir un jour que le peuple camerounais gère comme il se doit le carrefour glissant qui est celui de la je vais pas dire peut-être transition, du passage du témoin entre celui qui est là. Est-ce que ce sera fait de son vivant? Est-ce que ce sera fait quand il sera, est-ce qu'il sortira du palais d'Etoudi les pieds devant ou alors la tête haute? Nous ne savons pas. Mais nous avons dit en deuxième point qu'il faut aussi que les fils et filles de ce pays, et nous pensons, en le disant, nous pensions à la crise post-électorale. Il y a comme une fronde. Oui. Il y a une fronde sur la manière de gérer le processus de dévolution de pouvoir. Donc le deuxième point que nous avons soulevé, c'est l'alternance. Quels sont les mécanismes juridiques sur lesquels nous pouvons nous accorder pour améliorer donc ces mécanismes juridiques-là, pour que le cadre juridique applicable en matière d'élection soit propice pour l'émulsion des idées nouvelles et des autres partis, de la diversité idéologique, afin qu'on accouche d'une alternance apaisée. Et que la recherche de l'alternance n'accouche pas d'une autre tension qui dégénère en guerre, comme nous avons déjà la guerre dans un pan de notre pays. Le troisième point, c'est celui de la pauvreté, la gouvernance. Avec cette frénésie, comme ceux qui ont à charge la gestion des affaires publiques et la gestion du trésor public et la gestion de notre espace vital. Nous avons entendu dernièrement le buzz qu'a fait l'histoire d'une supposée vente ou cession, je ne sais pas quoi, de beaucoup de terres. Oui. Notre espace vital d'un certain pays ou des opérateurs économiques d'un certain pays. Nous avons élevé notre voix pour demander ce qu'il en est. Donc ça relève de la gouvernance. C'est notre quatrième point. La gouvernance. Les détournements de deniers publics, face auxquels ceux qui sont aux affaires semblent être désarmés. Semblent de rien faire parce que nous n'avons rien à foutre avec les prisonniers, qu'ils en arrêtent même 100 000. Si on ne voit pas les retombées immédiates issues de ces arrestations-là, ça ne sert pas le corps social camerounais. Mais deuxièmement, il y a le mécanisme de verrouillage des robinets pour que ça ne saigne plus,
pour que le trésor public ne devienne plus une sorte de marché de cours du roi, plutôt chacun va avec un sac badjob pour se servir à volonté au détriment, parce que nous avons mis ça en connexion avec la crise qui est au Grand Nord, parce qu'on parle du Grand Ouest anglophone, oui. Mais on oublie très souvent le Grand Nord, extrême Nord. Il y a des déplacés là-bas qui se comptent aussi par milliers, je l'ai même dit par centaines de milliers, qui fuient Boko Haram dans les zones où Boko Haram continue d'opérer. Alors, pourquoi est-ce que Boko Haram, et le gouvernement ne le dit pas assez, Boko Haram recrute dans notre pays nos compatriotes? Pourquoi est-ce que Boko Haram, qui veut dire l'école du blanc n'est pas bien, recrute chez nous? C'est parce que les écoles dans le septentrion ressemblent aux écoles des années 1900. C'est parce que là-bas, dans un pays qui a du bois à revendre, les enfants sont assis sur des mottes de terre. L'école n'est pas l'école. Il n'y a donc pas l'école. Comment donc faire pour créer une sorte de plan Marshall et créer des infrastructures scolaires, par exemple, et sanitaires, qui permettent que le corps social de cette partie du pays puisse avoir un mieux-être, que les enfants aillent à l'école et découvrent que l'école est bien. L'infrastructure scolaire doit être attractive. Voilà, entre autres, les points sur lesquels nous nous sommes apaisantis. C'est un peu long, je ne peux pas développer tout ici. L'essentiel a été dit. On va lire quelques messages des auditeurs. Il y a Maïtadi Sédou Yada qui nous suit et qui dit ceci: les services de la primature qui s'occupent de l'organisation du dialogue ne sont pas sérieux. Ils m'ont appelé pour le compte de l'AFP et c'est moi qui ai donné le numéro de Ali Sadio. Maïtadi Sédou Yada qui est secrétaire de la communication de l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès d'or. Ça veut dire qu'il n'avait même pas le numéro de la présidente de l'AFP, voilà. Le numéro de téléphone de la présidente de l'AFP. Bien, autre SMS non de moins. Il y a Mbassa qui dit ceci. Monsieur Bikoy demandait à Simon Meyanga pourquoi l'AFP et non le RDPC, encore moins un parti, encore moins une majorité, pour demander à Meyanga pourquoi l'AFP et non le RDPC, encore moins un parti de la majorité. Qui dit, monsieur Bell, n'attendez pas de monsieur Meyanga de condamner l'acte posé par ce régime. N'attend pas de monsieur Meyanga de condamner l'acte posé par ce régime. Il le retient également. Autre SMS de moindre, c'est regrettable que Simon Meyanga muselé, perdu et empêche les panélistes de s'exprimer. C'est vraiment dommage, c'est M. Yonke qui le dit. Il dit également, décidément, je pense qu'à écouter le représentant du RTPC en studio, il faut rien attendre de ce dialogue. Bien, je donne d'abord la parole à Jacques Bell. Vous allez revenir après Simon Meyanga. Jacques Bell, lorsque vous jetez un regard sur les différentes propositions qui sont faites par certains partis politiques, est-ce que vous avez à commenter ou bien à présenter d'autres centres d'intérêt en rapport? Monsieur le modérateur, et avec la permission, s'il accepte, monsieur Jacques Bell, il y a un point important que j'ai oublié quand j'ai énuméré, parce que le troisième point, en fait, porte sur le système judiciaire. Oui. Vous savez que dans un pays, l'un des critères qui permet d'évaluer si un pays est moderne, c'est le respect des droits de l'homme. Et ça passe par le système judiciaire. Or, les auxiliaires du système judiciaire, ce sont les avocats. Vous savez qu'ils sont en grève, maintenant ils ont déposé la robe. Oui. Donc, l'un des points sur lesquels nous avons pensé qu'il fallait qu'on se penche, parce que nous tous ici, présents, nous sommes des potentiels justiciables. Et il ne fait pas bon de se retrouver dans les méandres du labyrinthe judiciaire au Cameroun. Parce que pour un oui ou pour un non, vous pouvez vous trouver écroué pour rien, injustement. On ne le sent pas de manière assez forte. Il faut avoir été à Newbell ou à Kondengi pour voir les misérables qui sont là-bas pour comprendre de quoi je parle. Donc quand les avocats en arrivent à exprimer vous savez que la crise anglophone a commencé par la grève des avocats. Quand ils commencent à dire que nous voulons la construction de ce pays, contrairement à ce que le RDPC suggère au corps social camerounais, quand ils commencent à dire comme ça, allez dire, comme j'avais dit au début de la crise anglophone, écoutons-les avec une oreille attentive. Ils sont les techniciens des mécanismes de reddition de la justice, de dire le droit. C'est le système judiciaire qui s'en occupe. Donc, le troisième point que nous avons élevé, qui vient avant le quatrième point, qui est sur la gouvernance, la corruption, le détournement de deniers publics, c'est le système judiciaire. Il est temps qu'on arrive, le système judiciaire camerounais,
dont l'État du Cameroun est par ailleurs signataire. Nous avons ratifié divers instruments. Ce n'est pas pour jouer. On n'engage pas un pays pour jouer. Il faut donc arrimer notre système judiciaire dans sa pratique et dans ses textes avec ces instruments internationaux que nous avons ratifiés pour que nos pays deviennent enfin un pays moderne où on n'a pas peur de faire face à la justice quand on est sûr d'être dans son bon droit. Voilà le point que, excusez-moi de vous avoir pris votre... Non, vous savez, Serge, le débat aujourd'hui ne se situe pas fondamentalement sur la... Forcément, il y aura l'écrémage des propositions qui seront faites, ou alors celles qui auront été peut-être les plus pertinentes pour amener le Cameroun vers sa modernité. Mais permettez-moi de dire une chose sûre et certaine, c'est que, vous savez, il est une réalité aujourd'hui. Le Cameroun a mal dans sa gouvernance, on l'a dit, mais surtout le Cameroun aujourd'hui fait face à une insurrection armée dans les zones anglophones, plus précisément, parce que du côté du nord-ouest, du sud-ouest et du nord-ouest aujourd'hui, c'est une réalité. La théorie, par exemple, insurrectionnelle pour renverser le président de la République a échoué, il faut le dire. Et aucune idéologie, aucun malaise ne peut justifier la prise d'armes des citoyens pour peut-être renverser l'ordre établi. Parce qu'à partir du moment où on s'attaque fondamentalement aux institutions, automatiquement on est en train de désagréger le terme. Or, passer par exemple cet échec, nous sommes aujourd'hui rentrés dans la théorie de l'ingouvernabilité, avec la tension sociale observée après l'élection présidentielle. Parce qu'il est sûr, il est clair et il est né. Aujourd'hui, quand vous regardez tout ce qui est en train d'arriver, vous allez vous rendre compte que je suis d'accord avec Madame la Présidente, nous tous nous avons peur. Nous avons peur des lendemains. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a beaucoup d'incertitudes. Or, tout se joue sur la succession. Les gens veulent atteindre le pinacle central, mais nous sommes dans une république. Il y a un mécanisme de dévolution de pouvoir. J'aime à le dire, aucune liberté ne peut se concevoir hors de l'État et sans État. Parce que si aujourd'hui nous pouvons organiser une très belle émission comme celle-ci, c'est parce qu'il y a un minimum de sécurité, parce que l'État existe. Cependant, je suis d'accord qu'effectivement les institutions, elles ne sont pas figées. Elles peuvent être repensées pour davantage sédimenter et permettre par exemple qu'il y ait cette reliance au niveau de tous les segments sociaux. Parce que le véritable problème du Cameroun, c'est sa malgouvernance. Parce que tout ce que Madame la Présidente est en train de dire, en réalité, c'est une question de gouvernance. Voilà pourquoi c'est une opportunité historique. Parce que le débat aujourd'hui sur les gadgets idéologiques, fédéralisme communautaire, fédéralisme ceci, en réalité, c'est du saupoudrage. Parce que le plus important, c'est dans le contenu. Le Cameroun, c'est 475 000 km². Vous pensez aujourd'hui que, est-ce que la décentralisation, telle que nous la voyons aujourd'hui, on peut davantage l'oxygéner? Parce qu'en réalité, comment alors? C'est ça, et voilà donc aujourd'hui où il est plus important. Moi, je ne parle pas du tribalisme au Cameroun, mais je parle parce que le tribalisme, pour moi, j'entends par tribalisme, c'est-à-dire le rejet systémique et fondamental d'un citoyen ou bien d'un Camerounais, d'un compatriote, n'appartenant pas peut-être à une ethnie ou bien à mon ethnie. Mais j'entends aujourd'hui au Cameroun, ce qu'il y a de plus en plus, c'est l'exhumation des particularismes par rapport à la gestion ou alors la participation de la gestion de la chose publique. Parce qu'on estime aujourd'hui que, comme elle a dit, ce jacobinisme, cette hyper-centralisation ne peut plus permettre aux Camerounais lambda d'apporter peut-être ou bien d'avoir accès au bien-être. Alors il faut maintenant repenser. On peut repenser cela tout en restant dans un État unitaire. C'est ça, c'est la vision du chef de l'État. On peut, et je suis d'accord avec lui, parce que vous ne pouvez pas demander au président de la République d'entrer à porte-à-faux avec la Constitution. C'est-à-dire que venir vous ouvrir la vanne qu'on peut débattre sur le fédéralisme, on peut débattre sur le séparatisme, non. La loi fondamentale me lui interdit, il en est le garant. Mais par contre, aujourd'hui, ce grand dialogue, et je suis de ceux qui pensent qu'il y a beaucoup de choses à refonder, à repenser nos institutions. Donc, ces institutions seront repensées, mais dans un système unitaire. Donc, je pense pour ma part aujourd'hui que faisons très attention. Il y a un mécanisme de dévolution de pouvoir pour le dire. Mais sauf que, quel que soit le type des institutions que nous mettrons, si les hommes qui sont appelés à les animer ne sont pas prêts, ne sont pas humbles, ne sont pas peut-être
républicain, il sera extrêmement difficile. Il serait extrêmement difficile peut-être de sortir de l'ornière. Mais moi je dis, nous devons soutenir l'option du grand dialogue parce que c'est une chance historique. C'est une occasion aujourd'hui aux uns aux autres, chacun de venir dire ce qu'il peut dire. Maintenant, tout dépendra aussi de la pertinence des propositions de ceux qui seront appelés à débattre. Et partant de là maintenant, il y aura celui qui en a l'impérium, celui qui décide, parce qu'en réalité, celui qui pilote le grand dialogue national n'est rien d'autre que le grand cartographe, que j'appelle souvent le président de la République, qui a mandaté son premier ministre. Donc attendons tout simplement. Mais il faut éviter de le saborder, il faut éviter peut-être de le discriminer ou peut-être de le polluer. C'est une opportunité historique. Alors, Simon Bernard, comment le RDPC pense-t-il la refonte des institutions de la République qui sont aujourd'hui au centre de toute critique, que ce soit des lieux de l'opposition ou bien des acteurs de la société civile? Le RDPC, je le rappelle, va à ces débats comme une force de proposition. Parce que le président national l'a dit dans un congrès ordinaire, le RDPC est une force de proposition. Contrairement à ce que les gens pensent, le RDPC est en train d'affiner ses propositions. Le RDPC soutient totalement le message du 10 septembre du président de la République. Alors, le message en nous disant, ça veut dire quoi? Le président de la République a dit que c'est un des grand débats national qui va être organisé sous le couvert de la Constitution. On ne va pas pousser le président à faire un parjure. Ça veut dire que pour le RDPC pense que le grand dialogue national n'est pas une conférence nationale souveraine. Ce n'est pas un raccourci pour ceux qui n'ont pas gagné les élections ou bien pour ceux qui n'ont jamais gagné les élections pour parvenir à gérer les affaires de l'État, notamment au niveau supérieur, notamment la présidence de la République. Le président a gagné des élections il y a un an. La question de la transition, je me demande si elle se pose aujourd'hui, parce que je ne suis pas sûr que parce que le président a 80 ans, il est démontré qu'il peut mourir très rapidement, plus qu'un jeune homme de 30 ans. Personne n'a la science. Personne ne sait quel est l'avenir des uns et des autres. Donc, on ne va pas faire dans la surenchère, on ne va pas faire dans la conjecture. Le président a dit que la question du renouvellement de la classe politique ne se pose-t-elle pas? Elle se pose, mais le renouvellement a lieu. À chaque élection, il y a un renouvellement de la classe politique. Et le renouvellement de la classe politique n'est pas seulement à la présidence de la République. Qui plus est, ça fait un an que les Camerounais ont renouvelé leur confiance au président de la République, dans les places à ceux qui contestent. Mais c'est le seul président de la République que nous avons, à peine un an. C'est un mandat de 7 ans. Cette question-là va se poser en son temps. Mais pour l'instant, on a bien vu des commentaires, on a vu le président lors de son discours, on a même vu que les gens ont dit qu'il était malade, il ne tenait pas debout, etc. Donc c'est un peu dans les conjectures des uns et des autres. D'accord, on peut en parler, on ne va pas museler les gens. Chacun va venir avec ses propositions, les gens vont dire ce qu'ils diront, mais le président a déjà tracé le cadre, il a dit que ça se passe sous la bannière de la Constitution, donc des institutions qui fonctionnent, sous la bannière de la République, et il a désigné déjà le mandataire, celui qui est chargé de gérer cette affaire. Mais tout le monde va dire ce qu'il va dire. Mais ce qui est important pour nous, c'est de savoir que c'est sous le sceau de la Constitution, c'est sous le sceau de la République. Et le président a donné des indications. Il n'a pas fini, il n'a pas déterminé tous les... Il y a des sujets qu'il n'a pas évoqués dans son discours, parce qu'il a dit etc., etc. Et le RDPC va donc évoluer, n'est-ce pas, va apporter sa contribution dans le cadre tracé par le président de la République, la décentralisation. Il est clair que le processus n'a pas donné encore les résultats que tout le monde escompte. Le RDPC a une idée là-dessus. Le vivre ensemble, par exemple, nous avons voté. Alice a parlé de jacobinisme. Par exemple, je voudrais être d'accord avec le président de la République qui n'a jamais eu une politique de marginalisation des anglophones. C'est-à-dire que les francophones ne se sont pas assis quelque part pour dire mettons de côté nos frères de la région du nord-ouest ou du sud-ouest. Donc, il y a eu peut-être des erreurs, d'inattention, et la crise a permis, et la crise a permis donc que nous nous réveillons tous, que nous nous disions, que nous asseyons, qu'on regarde vers la même direction pour que aucune partie du pays ne se plaigne. Il y a d'autres problèmes qui sont des problèmes des autres régions du Cameroun qui vont être débattus, et le RDPC va apporter sa contribution là-dedans. En toute humilité, s'il est invité
Encore plus, le RDPC, il faut que ce soit dit, le RDPC ne va pas s'inviter à ce débat-là. Le RDPC, si le lui est demandé, va apporter sa contribution et entend apporter sa contribution. 1. Pour le succès du grand débat national. 2. Pour que les propositions qui sont faites soient des propositions qui ramènent, qui font d'abord taire les armes dans le nord du sud-ouest et qui ramènent la paix dans les cœurs. Pour que les activités reprennent, que les enfants aillent sévèrement à l'école. C'est un peu ça la contribution que le RDPC entend apporter dans le cadre des institutions sous le couvert de la Constitution, comme a dit le président de la République. Merci entendu. Tatiana Milady, bonjour. Bonjour Serge, bonjour à tous. C'est pour le chou de la presse. Zapresse, chou gras, les nouvelles des médias et les hommes des médias. Et on commence par cette rumeur sur la fermeture d'Equinox TV dans les prochains jours. L'info est relayée par David Eboutou sur les réseaux sociaux. Le consultant à Equinox TV écrit qu'une réunion secrète s'est tenue au domicile d'un membre du gouvernement qui occupe une seconde place dans son département ministériel. Réunion à la fin de laquelle il a été convenu, indique-t-il, que des éléments de droit irréfutables devraient être apportés dans les prochains jours à ce membre du gouvernement en second afin d'entériner la décision de la fermeture de cette chaîne baptisée par les Camerounais la télévision du peuple. Depuis, ce texte de David Eboutou fait un tollé sur la toile. Beaucoup rappellent les propos du ministre de l'administration territoriale prononcés le mois dernier à l'endroit de certains médias de Douala, insinuant qu'il s'adressait à Equinox TV. Paula Tangadji avait en effet mis en garde certaines chaînes de télévision qui, je cite, organisent sciemment des débats qui ont pour but de saper l'action gouvernementale, saper le moral des forces de défense et de sécurité. Les internautes sont alors livrés dans une bataille, certains défendant Equinox et d'autres signifiant que cette chaîne de télévision devrait payer le prix de sa proximité avec l'opposition camerounaise. C'est pas l'opposition, c'est Maurice Kanto TV, il faut le dire. Oh non. Est-ce que non, je ne vous permets pas de le dire, s'il vous plaît. L'autre information qui fait le buzz, c'est à propos d'Ernest Obama qui est de nouveau directeur général de Vision 4, Tatiana. Il a été réhabilité lundi dernier par une note du PDG du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Amougou Bellinga, qui, il y a 2 semaines, avait décidé de le suspendre de ses fonctions de directeur général de Vision 4 pour besoin d'enquête dans une affaire de détournement de fonds au sein de la maison. Depuis, Ernest Obama n'était plus qu'un simple journaliste. Certains voyaient même déjà sa chute, mais maintenant que ses pleins pouvoirs au sein de la télévision de Sam lui sont conférés, il se présente désormais comme lavé de tout soupçon dans le fameux scandale. Une affaire qui a causé le licenciement de 3 personnes, notamment l'un des dinosaures, Francis Bonga. L'actualité des hommes de médias, c'est aussi Dimitri Amba qui a décidé de revenir à Sky One 7 ans après son départ. Parti de cette radio en juillet 2012, le journaliste a annoncé son comeback lundi dernier. Aucune précision sur le poste qu'il occupera au sein de Sky One, mais à l'entendre, c'est un poste de responsabilité qui est en vue. Dimitri Amba indique qu'il a pour défi de remobiliser les troupes afin de repositionner la structure au sein de l'opinion. Un défi qu'il compte relever à travers la digitalisation. Il annonce également qu'il continuera d'exercer au quotidien le Messager où il offre sa plume au service politique. Mais son retour à Sky One reste salué par les confrères et même le public qui ont toujours vu en Dimitri Amba un journaliste radio. En plus de Sky One, il a également fait ses preuves à Royal FM où il avait été rédacteur en chef. C'est exact. C'est poursuivons avec Tatiana avec cette guerre qui s'est déclenchée entre des artistes musiciens camerounais et cette chaîne de télévision locale. Il s'agit précisément d'une vingtaine de chaînes dont MyTV Channel, Hip Hop TV ou encore Golden House, regroupées au sein d'une association dénommée ACMI. Entendez, Association des chaînes musicales de Yaoundé. Les promoteurs de ces médias culturels font savoir dans un communiqué que les artistes désireux de faire diffuser leurs œuvres devront désormais passer par leur canal et s'acquitter des frais y afférents. Les artistes auront
auront à leur disposition un package de promotion leur permettant d'être diffusés sur toutes les chaînes musicales de Yaoundé et de ses environs, indique le dit communiqué qui précise que tous les artistes n'ayant pas payé ce package ne seront pas diffusés. En réaction, les artistes annoncent qu'ils exigeront désormais à ces chaînes de télévision de reverser les droits pour l'utilisation de leurs œuvres musicales. Et nous sortons avec le coup de gueule des artistes contre Nadine Patricia. Une présentatrice aux allures de gangster, c'est ainsi que Mephisto intitule son pamphlet sur la personne de Nadine Patricia. Il estime que la journaliste n'a pas un look approprié à la présentation du journal télévisé comme elle le fait à Vision 4. Qu'est-ce qui justifie qu'une présentatrice d'un média aussi sérieux et regardé se pointe avec le torse scarifié par des tatouages bizarres pour présenter un journal, s'interroge l'artiste. Pour Mephisto, le tatouage est considéré dans notre société comme une affaire de voyous, des gens qui fréquentent des milieux peu respectables, le type même de régression mentale qu'il ne faut pas accepter sur une vitrine aussi importante que le journal télévisé, écrit-il. Et on merci bien Tatiana, bon dimanche. Bon dimanche à vous et à vos amis. Eh bien, on continue, il y a quelques autres SMS qu'on va lire. Il y a Tidja Sikati qui dit Simon Bianca fait comme si nous ne voulons plus vivre dans un autre Cameroun et nous ici. Et ce n'est plus un secret professeur, la transition est l'un des problèmes de la crise anglophone, ce n'est plus un problème, un fait tabou. Bien, quelques dernières réactions des uns et des autres. Je commence par Mme Alissa Diop. Nous sommes aujourd'hui, le dialogue national va commencer le 30 septembre prochain, une semaine, jour pour jour. Et quelles sont les différentes idées qu'il faut une fois de plus proposer dans le sens de la tenue d'un dialogue serein, constructif et viable pour le rétablissement de la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun. Alors, si jamais nous sommes quand même invités, parce que là c'est un suspense désormais. J'espère que les souvenirs climatiques sont à l'écoute de cette émission et que je vous ai cette faille sera rectifiée. Donc, si l'Alliance des forces progressistes est invitée dans le dialogue proprement dit, je viens de vous donner la quintessence, la substance de ce sur quoi nous proposerons que l'on se penche. Entre autres, parce que j'imagine que tous ceux qui ont eu l'honneur d'être reçus par le Premier ministre ont apporté des idées complémentaires sur lesquelles le corps social représentatif, les Camerounais représentatifs du corps social vont débattre. Et je voudrais dire que l'AFP de plus en plus exhorte les Camerounais à évoluer du concept de crise anglophone pour adopter désormais le concept de crise camerounaise. Parce que les anglophones, les régions du nord-ouest et du sud-ouest ne sont pas en dehors du Cameroun. Et lorsqu'on regarde le nombre de morts de part et d'autre, soldats et civils, sachez donc que le deuil ne se vit pas seulement dans cette communauté de notre pays. Il y a des papas et des mamans dans cette communauté-ci, dans le Grand Nord, dans le Grand Ouest, qui ont perdu leurs enfants à fleur de l'âge, soldats qui ont été envoyés là-bas pour livrer une guerre contre le peuple camerounais avec des armes achetées avec l'argent du contribuable camerounais. Alors qu'on aurait pu tout simplement permettre aux consortiums de continuer à porter la parole. À un moment donné, la parole a été verrouillée. Les Akbor Bala, qui sont aujourd'hui reçus et présentés comme des Camerounais normaux, nous avaient en son temps été présentés comme des terroristes. Et quand nous disions, mais attention, pourtant vous parliez avec eux hier, qu'est-ce qu'ils ont pu dire pour devenir du jour au lendemain, en l'espace de quelques heures, par un chevauché fantastique des terroristes? Nous voulons comprendre, nous avions été pris à partie. Donc, évitons ce genre d'attitude, parce qu'on n'a qu'un seul navire qui s'appelle le Cameroun. Nous devons mettre notre intelligence, toutes nos intelligences en commun pour souder là où ça coule et faire que le navire reprenne son chemin normal pour le mieux-être de tous les Camerounais. D'accord. Blaise Kwajiba, que faut-il pour la tenue d'un dialogue qui va tenir compte de l'ensemble des propositions faites par les partis politiques? Faut être sincère,
solution for this dialogue, if really we want to dialogue with our people, let there be a general acceptance. Let there be a general acceptance. It means each and every one constitution puts out that they will table on that day. Let them take it in consideration. I will still go further to say, for a good dialogue, let the dialogue be participatory. Let the dialogue be participatory. Let not say, this party, we are majority in the parliament, we are this, we are that, we are the one detaining the power in the regime, so we have the monopoly. No, we don't want that. Let it be participatory. And let them release the detainees that are related to this crisis. This is Anglophone crisis. We are clamoring for that. Cameroonians are crying for that. Let's release detainees that are related to the Anglophone crisis. And let there be immediate construction program that will rehabilitate the Northwest and the Southwest. That is, give back life in this region. That's what we are pledging for. So in general, what we can retain here is that general acceptance. Let them give it to everybody. Let the people respond for it. Let them listen to the voice of Cameroonians. Alors, Jean-Pascal Tchala, vous êtes journaliste, vous êtes par ailleurs syndicaliste, et le président de la commission du livre à la carte de presse a été reçu. C'est vrai que demain que le président du conseil de la communication, Peter Soka, sans oublier celui qui fait office aujourd'hui du représentant de l'UJC, l'Union des journalistes du Cameroun, Habitant, mais le SNJC n'a pas été reçu. Est-ce qu'on peut espérer que le lobbying que vous allez vous allez exercer dans une semaine, vous pourrez être reçu? Quel lobbying? Est-ce qu'on a besoin d'exercer des pressions pour être reçu? Le SNJC est bel et bien connu. Hein? Qui ignore que le SNJC existe? Le syndicat national des journalistes du Cameroun, il existe, il est bel et bien connu. Si nous ne sommes pas invités, écoutez, c'est pas grave, mais ceux qui y vont, que vont-ils dire là-bas? Nous attendons qu'il y ait au minimum une loi sur le financement de la presse dans ce pays. Hein? Vous parlez de démocratie dans un pays où la presse ressemble à une institution de gueux. C'est pas normal. Hein? Comment est-ce qu'on va faire ce qu'on appelle la veille citoyenne au quotidien, hein? La dénonciation des faits, hein? Et puis la bonne information distillée aux citoyens? Qui va faire cela dans les conditions actuelles d'une presse qui est tirée vers le bas, hein? Une presse qui est aux ordres. Il y a une partie de la presse qui est aux ordres. Il y a des syndicats qui sont créés juste parce qu'on n'aime pas le SNJC, hein? À la va-vite, parce qu'on estime que, ben écoutez, ces gars-là ils sont trop durs. Non mais le SNJC n'est pas dur. Le SNJC encadre les droits des professionnels du journalisme et de la communication. Ce qui est tout à fait normal. Mais non, je ne parle pas forcément au nom, parce qu'on a tout un bureau national. Donc, je ne parle pas au nom du bureau national, je suis secrétaire général de la région du centre, du SNJC, et je l'assume. Mais je pense évidemment que le SNJC aurait dû être invité au moins au niveau des consultations. Parce que si vous n'êtes pas au niveau des consultations, je suis sûr que lors du grand dialogue, on n'y sera même pas. Hein? Parce qu'on soupçonne ceux qui sont à la tête du SNJC d'être des politiques, hein, des partis de l'opposition. Ce qui pour moi est archi faux, parce que je suis allé faire, personne ne m'a obligé à entrer au SNJC. Personne. J'y suis entré parce que je suis journaliste et j'ai estimé que nos droits doivent être défendus. Je l'ai dit. Mais maintenant, sur le plan de la démocratie, quelle presse pour le Cameroun? Quelle presse pour un Cameroun développé en 2035, leur slogan? Quelle presse? Quel type de journaliste, quel profil de journaliste pour un Cameroun développé? Hein? Posez-vous des questions. Est-ce avec la carte de presse qu'on nous sert aujourd'hui? Est-ce avec la publicité à laquelle la presse n'a pas accès aujourd'hui? Est-ce avec cette tolérance administrative qui nous bouffe à petit feu, hein, au niveau des médias? Est-ce avec des radios où on ne paye pas de salaire? Est-ce avec des journaux de presse écrites où on a 14-15 mois sans salaire? Que dit le gouvernement? Qui dit le pouvoir? Que doit dire toute la République par rapport à la presse? Hein, nous attendons également que ce sujet soit posé là-bas. Et c'est un sujet important. Et qu'il soit traité. Sinon, il y a un journaliste. Vous avez vu? Non, il veut écrire. C'est ce que c'est ce qu'il a fait. Hein? Mais ici, on peut profiter de le dire. Parce que sinon, c'est bel et bien dans quel état se trouve le journalisme au Cameroun. Et les journalistes et nos différentes chapelles médiatiques. Dans quoi aujourd'hui? Vous avez entendu tout à l'heure, on nous disait que Equinox est menacé de fermeture. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal?
Non, posons-nous la question. Dans l'économie des médias, on sait comment on ouvre un média, on sait comment les médias au Cameroun essaient de survivre. Est-ce que c'est normal de menacer de fermeture un média au Cameroun? Sous quel prétexte? Allons ausculter le prétexte en lui-même. C'est lequel? Quel est le motif sur lequel on s'appuie pour fermer Equinox? C'est un motif des politiques politiciennes. Mais sur le plan, Simon, c'est ça, mais sur le plan d'organisation de la structure de l'entreprise, que vaut l'entreprise de presse au Cameroun? Que vaut-elle? Rien du tout. Alors, j'appelle pour la tenue sereine du dialogue national vers le 30 septembre prochain. Que faut-il? Non, mais vous savez, la première chose, c'est que le quatrième pouvoir a un rôle fondamental. Parce qu'au lieu de bipolariser la scène politique, il faut davantage maintenant travailler dans le sens d'accompagner ce dialogue. Or, ici, il faudrait tout simplement ce qu'on appelle le sursaut, que moi j'appelle le sursaut républicain et le sursaut patriotique. Parce qu'en réalité, in fine, la question peut-être de l'unité, ou bien la question peut-être de sécurité, elles sont transpartisanes, elles sont transidéologiques. Ce qui est sûr et certain, que ce soit de façon directe ou de façon indirecte, nous tous nous en payons le prix. La preuve aujourd'hui que, et n'ayons pas peur de le dire, l'économie camerounaise est complètement asphyxiée. Les deux zones sont complètement sinistrées économiquement. C'est plus de 2000 morts, on parle presque plus de 500 000 déplacés internes, sans compter les réfugiés peut-être qui sont plus de 40 000. Mais les pertes économiques en elles-mêmes, elles sont abyssales. C'est des milliards, des centaines et centaines de milliards de francs. C'est fort. Donc je dis que c'est une crise, il faut le dire, qui nous a coûté énormément cher, qui continue à coûter. Donc c'est une occasion unique. C'est une occasion unique. Maintenant, ceux qui sont appelés à rentrer dans l'histoire, parce que ceux qui, fondamentalement, iront peut-être au soir, seront conviés, il faudrait qu'ils se disent une seule chose. Le Cameroun, c'est notre patrimoine à nous tous. Il est incessible. On ne le vendra pas. Donc, il va falloir qu'il y ait de la sincérité. Pour une fois qu'il y ait le sens patriotique, au-delà des petits calculs d'autres politiciens ou bien peut-être d'autres successoraux où on calcule peut-être un lobby veut prendre le dessus. Parce qu'en réalité, c'est cette guerre de lobby qui a plombé le pays aujourd'hui. Et surtout, il faut faire preuve d'humilité. Parce que le président de la République, en ouvrant et en acceptant le grand dialogue inclusif, il a reconnu, peut-être pas de façon explicite, mais il a reconnu aussi les manquements. Rappelez-vous, à une crise politique, on ne saurait lui apporter des solutions administratives. Donc ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, les paradigmes de la gouvernance ont changé parce qu'il y a aujourd'hui une classe et une jeunesse qui est de plus en plus politisée. Et c'est pour moi l'occasion aussi là de magnifier le peuple camerounais. On ne le dit pas assez. L'autre dit qu'il n'est pas politisé, mais il est mature. Parce que si les Camerounais n'avaient pas été matures, si ce peuple n'aimait pas la paix, je peux vous dire aujourd'hui qu'on serait peut-être dans une bascule incertaine, mais je suis convaincu que les Camerounais sauront s'accorder. Ceux qui auront là-bas seront là-bas, auront la sapience assez républicaine, auront la sagesse, mais surtout le nationalisme, pour que ce pays sorte un et indivisible. D'accord, Simon Berger, je vous laisse cette préoccupation de Chirac Ilias Premier qui nous écoute depuis les États-Unis. Maintenant, sur le dialogue national, j'ai vraiment du mal à croire que cette affaire nous mènera quelque part. J'ai peur que ce soit encore de l'argent dépensé pour rien. Car depuis le début des consultations, je n'ai pas vu un seul chef de guerre à la primature, ou du moins l'une des ailes des sécessionnistes, connue de tous. J'ai bien peur que ce soit un show de plus pour contrecarrer l'ONU, comme ce fut le cas lors de la réunion informelle du Conseil de sécurité. Alors, je voudrais dire que le dialogue national a quelque chose, le grand dialogue national a quelque chose de particulier et qui va au-delà de la tripartite, parce que les gens ont voulu que ça en parallèle de la tripartite. C'est que la tripartite, c'était trois entités, le gouvernement, les partis politiques et la société civile. Aujourd'hui, le grand dialogue, il est ouvert à tous les Camerounais. Je dis bien encore à tous les Camerounais, le président a dit sans exclusif. Maintenant, le grand dialogue, et le président va aller plus loin en disant l'armée et les groupes armés. Donc, les forces de défense vont être là. Les groupes armés sont appelés, mais pour ça, il y a une condition. On a dit on a ouvert les centres de désarmement et de démobilisation, déposer les armes. Mais je refuse qu'on tente de mettre l'armée au même pied d'égalité que des bandes sécessionnistes contre les groupes armés qui font des exactions. Non, Madame Alice, l'armée est là pour protéger les populations. Aucune armée au monde
n'a été créée pour massacrer les propres populations qu'elle est appelée à défendre. L'armée camerounaise, elle est professionnelle. Il peut y arriver des erreurs qui sont souvent sanctionnées. Mais je dis que pour le cas d'espèce, on ne peut pas mettre dans le nord-ouest et le sud-ouest l'armée du Cameroun sur le même pied d'égalité que les groupes armés. Maintenant, le président de la République, s'il vous plaît, j'ai la parole. Vous l'avez me perdre un peu. Le 1er octobre Je voudrais continuer en disant ceci. Les Camerounais qui marchaient avec les arbres de paix, et en face, il y avait l'armée avec et la personne qui a versé la première goutte de sang, qui a tiré, non pas pour dissuader, mais pour mettre à mort, c'est l'armée camerounaise. Parce que il faudra qu'on ait l'humilité. Ces jeunes enfants qui parlaient d'humilité, il faudra qu'on ait l'humilité, que les Camerounais demandent pardon, mais que l'armée aussi ait ceux qui commandent l'armée l'humilité de Dieu. Il y a eu des bavures. Il y a eu des bavures qui ne sont pas restées impunies, madame, c'est ce que je dis. Ah bon? Aucune bavure n'est restée impunie. Et vous ne pouvez pas mettre l'armée républicaine au même sur le même pied d'égalité que je n'ai jamais dit, c'est vous qui le dites. Je précise. Je précise encore. On sait qui a Je voudrais rassurer notre compatriote qui réagit depuis les États en disant que quand j'ai regardé le président, il est sincère. Le président, il est sincère. Vous déposez les armes, vous demandez pardon, vous êtes absous. Vous êtes invité à ce dialogue. Ils peuvent, s'ils ne veulent pas venir physiquement, ils peuvent faire parvenir leur désidérata par écrit. Ils peuvent faire parvenir leur volonté par écrit, par d'autres sources. Ils peuvent se faire représenter, je ne sais pas par qui, mais ils sont invités au dialogue, ils ne sont pas exclus. Mais je voudrais également, en terminant, en disant que ce grand dialogue-là, qui est convoqué par le président de la République, ne sera pas comme un match de football. Ce n'est pas une compétition qui opposera des Camerounais avec d'autres Camerounais. De sorte qu'il fait un arbitre international neutre, comme j'ai entendu ici ou là. Il s'agit d'une affaire camerounaise et les Camerounais vont discuter en se regardant dans les yeux. Je voudrais terminer, si vous me permettez. Oui. En paraphrasant, même pas en paraphrasant, en citant le président. Le président dit: le respect de la règle de droit et la lutte contre l'impunité constituent les piliers de la consolidation de l'état de droit à laquelle nous aspirons tous. Je voulais terminer parce que j'ai entendu des préliminaires, des gens qui ont posé des conditionnalités de libération, etc. etc. D'accord, il y a eu des exactions. D'accord, il y a eu... Mais aujourd'hui, on donne l'impression qu'il faut d'abord libérer les gars amazoniens comme si c'était des enfants de cœur. On a vu des assassinats. Et le président dit ceci. Permettez-moi s'il vous plaît. Il est donc fondamental à ce stade de dissiper les rumeurs selon lesquelles l'on peut tranquillement piller, violer, incendier, kidnapper, mutiler, assassiner dans l'espoir qu'un éventuel dialogue permettra d'effacer tous ces crimes et assurera l'impunité aux autres. Amen, amen. Et il faut éviter de faire cette surenchère. Amen, amen. Voilà. Donc, ça ne peut pas être une conditionnalité. On a entendu, si on veut que je vienne au dialogue, il faut me libérer. Si on veut qu'on fasse le dialogue, il faut libérer tel. Il n'y a pas, l'avenir du Cameroun ne se fait pas sur la base des conditionnalités, sur la base de la surenchère. Voilà. Yeah, just to add something. I want to, if we are able to send people to US to go and do consultation, why is it not possible for us to send people to the northwest and southwest to call for those rebels to come out? Let's discuss. Why? If you know them, you can tell the PM that I have possibility to go there and see somebody. If you have possibilities. Are there no militaries? Are there no military officers that are in the north? Like that, it means that it's the problem of others. It's your problem also. It's our problem. If you are knowing them, projects. Meanwhile, there are people in. It's also your problem. If you are knowing them, go ahead. Answer my question. Answer me. Merci bien. Le débat est clos. Merci à Simon Béanda, Jean Fassad Salah, Blaise Ojigwa, Jacques Bay et Madame la Présidente nationale de l'AFP, Alice Sadio. Rediffusion ce lundi 23 septembre 2019 entre 22h et minuit. À bientôt. On peut les connaître. Je vais les connaître.